Donc un enfant qui est motivé aura envie d'apprendre et pourra beaucoup mieux mémoriser ses apprentissages. Grazielle Braquemore, éducatrice et formatrice Montessori. Pour réussir à motiver un enfant, il y a plusieurs façons de faire. Ça va dépendre déjà de son âge, parce que pour un enfant de maternelle, on est face à un enfant qui va avoir une gestion des émotions qui est plus difficile et qui aussi va avoir une concentration plus courte. Donc pour un enfant tout petit, on va vraiment favoriser des activités manuelles. Les enfants ont besoin de toucher des choses, donc pour un tout petit, on pourra le motiver grâce à des activités où il pourra toucher. Pour un enfant plus grand, on est plutôt face à un enfant qui a un esprit raisonnant, donc il a besoin de comprendre les choses. On va vraiment faire en sorte d'utiliser ses intérêts, s'il est fasciné par la biologie et qu'on veut lui faire des maths, on va vraiment utiliser la biologie pour lui faire compter des animaux par exemple. Donc selon la tranche d'âge de l'enfant, la motivation pourra être apportée de différentes manières. Aujourd'hui, on se rend compte, qu'on soit parent, enseignant ou même n'importe quel adulte qui a été en contact avec un enfant, on se rend vraiment compte que si un enfant n'est pas motivé, ça sera très difficile pour lui déjà de rentrer dans les apprentissages, mais aussi tout simplement dans sa vie quotidienne pour être autonome et réussir à faire des choses. Donc un enfant qui est motivé aura envie d'apprendre et pourra beaucoup mieux mémoriser ses apprentissages et devenir performant en fait. Donc en plus, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant à retenir, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences prouvent qu'un enfant motivé pourra plus facilement développer ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors, les fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est ? Les fonctions exécutives, en fait, ce sont des compétences que l'enfant va acquérir. Elles vont particulièrement se développer à l'âge maternel. C'est par exemple la mémorisation, la planification de son travail ou encore la capacité d'inhibition, de réussir à ne pas avoir des comportements qui ne soient pas appropriés dans certaines situations ou encore la capacité pour l'enfant d'avoir une flexibilité. Il a entamé une stratégie face à un travail, il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il doit être capable en fait d'essayer autre chose. Et toutes ces fonctions exécutives sont très importantes pour l'enfant pour réussir au niveau de ses apprentissages scolaires, mais aussi dans ses tâches au quotidien. Donc un enfant motivé arrivera beaucoup plus facilement à développer ses fonctions exécutives. Ce qui est vraiment intéressant dans le cadre de la pédagogie Montessori, d'ailleurs il y a des chercheurs qui ont fait un lien entre la pédagogie Montessori et les neurosciences. Maria Montessori, elle, s'était basée vraiment sur l'observation de l'enfant. Et aujourd'hui, il est vraiment prouvé que la manière dont on amène l'apprentissage avec la méthode Montessori va favoriser en fait le développement de ses fonctions. Je prends un exemple. Un enfant qui est en train de utiliser un matériel où il doit être concentré et qu'il aura choisi, ça va vraiment l'aider déjà d'une part à devoir se souvenir qu'est-ce qu'on lui a montré. Donc sa mémoire sera pleinement mise en action. Deuxièmement, il faudra, comme il sera en autonomie, il faudra vraiment qu'il sache quelle étape il va devoir mettre en place, donc planifier son travail pour passer d'étape après étape. Ensuite, comme il sera en plus dans un environnement où des enfants feront des choses différentes de lui, il va falloir vraiment qu'il arrive à se contrôler. Donc là, on parle donc du contrôle inhibiteur, où il devra se dire oh, mon copain fait quelque chose de différent, mais moi, je dois rester concentré sur ma tâche. Et encore une fois, comme le matériel Montessori propose ce qu'on appelle un contrôle de l'erreur, il n'aura pas besoin de l'adulte pour lui dire que ça ne fonctionne pas. Il va constater que sa méthode n'a pas fonctionné et il devra faire preuve de flexibilité pour tenter autre chose. Donc la pédagogie Montessori, l'enfant a la chance, quand il est confronté du coup, à cette pédagogie, à pouvoir vraiment davantage développer ses fonctions exécutives. Mais il faut vraiment le voir comme quelque chose qui va au-delà de l'école. Ce n'est pas simplement une pédagogie qu'on va faire en classe, c'est carrément une philosophie de vie à la maison. Vous pouvez très bien, avec votre enfant, favoriser cela en lui permettant de faire des activités en toute autonomie et aussi en lui montrant pas à pas les différentes étapes d'une activité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté pour un enseignant ou pour un parent, c'est de motiver des enfants qui sont tous différents. Aujourd'hui, dans une classe, on a parfois 30 enfants et c'est pas évident pour un enseignant de se dire bon bah voilà, on va faire telle activité à tel moment alors qu'ils sont pas tous intéressés au même moment. Une des techniques qu'on peut utiliser, c'est la technique qu'on appelle de la vicariance, c'est-à-dire que on va permettre à un enfant de faire une tâche en ayant plusieurs outils ou plusieurs méthodes. Comme l'enfant a le choix de décider quelle méthode il veut utiliser, il pourra décider que celle-là lui convient mieux
Et ça lui permettra, par exemple, de faire une multiplication. Il y a un camarade qui aura peut-être la possibilité de faire aussi une multiplication, mais qui utilisera une autre méthode. Donc c'est très important pour une tâche unique de proposer plusieurs façons de faire. Ainsi, l'enfant pourra s'approprier la façon de faire qui lui correspond le mieux. L'autre avantage de la vicariance, c'est que même si l'enfant utilise ces différentes méthodes, ça va être très bénéfique pour ses connexions neuronales. Parce qu'il va se rendre compte, en essayant cette première méthode, il a peut-être compris cette notion de la multiplication, mais en essayant celle-là, ça lui aura ouvert les portes vers une autre compréhension de la multiplication. Donc c'est très important d'utiliser cette méthode-là. Ça va vraiment motiver un enfant pour qui une méthode précise ne convient pas. La concentration et la motivation, en effet, ce sont deux piliers, on va dire, qui vont de pair, parce qu'un enfant qui est motivé à faire une activité arrivera plus facilement à se concentrer et aller au bout de sa tâche. Ça sera très intéressant, notamment si c'est une activité qui fait sens. Parce que si on propose une activité à l'enfant, même si l'activité le motive, si au final il n'y a pas un but précis, si au final on fait une addition pour faire une addition, l'enfant n'aura pas cette concentration optimale. Il va se dire, il y a plus intéressant à faire en fait ailleurs. Alors que si l'enfant est vraiment conscient dès le départ de l'objectif à atteindre et vers quoi ça va déboucher, la concentration sera vraiment optimale. Donc d'abord motiver l'enfant, mais ensuite pour que la concentration soit optimale, c'est donner du sens à l'apprentissage. Une autre particularité, c'est que parfois les enfants peuvent nous montrer, par rapport à leur comportement, qu'ils ne semblent pas motivés à rentrer dans un apprentissage. Mais cela peut être dû tout simplement à un renfermement, à des difficultés de prendre la parole face à ses camarades, ou la peur de l'échec. Donc parfois on peut croire qu'un enfant n'est pas motivé, mais ça peut cacher peut-être un mal-être ou quelque chose de plus profond à explorer. C'est pour ça qu'il est très important, en tant qu'adulte, d'avoir une posture, non pas je suis le sachant et je t'apporte une information, mais d'être plutôt comme un accompagnateur. J'observe l'enfant que j'ai en face de moi et j'essaye vraiment d'identifier quel est son mal-être, s'il y en a un, ou est-ce que c'est simplement de la timidité, que l'enfant n'ose pas aller vers une activité. Et une fois qu'on a identifié la source de démotivation de l'enfant, on pourra mieux l'accompagner vers quelque chose qui fera sens pour lui. Je prends un exemple, un enfant qui ne semble pas motivé, on peut très bien le laisser observer ce que font ses camarades et se mettre, nous, en tant qu'adultes, au milieu de la classe et faire une activité de biologie parce qu'on sent quand même que c'est plutôt ça qui lui parle. Mais vous verrez que de manière naturelle, l'enfant s'approchera, il va s'asseoir, il va écouter. Et parfois, certains enfants ont juste besoin d'observer pour apprendre. Donc, un enfant n'apprend pas forcément en passant à l'action tout de suite. Il y en a certains qui ont juste besoin de ce temps d'observation. Donc, permettez-leur aussi ce temps-là. Souvent, dans le cadre de mon travail, je suis confrontée à des enfants qui semblent désintéressés de tout. Et les parents eux-mêmes le disent, c'est pas possible, j'ai beau chercher, il n'y a rien qui t'intéresse. Et bien souvent, les enfants qui sont dans cette situation, ça peut être des enfants qui ont un manque de confiance en eux. Des enfants qui ont besoin de plus d'ouverture et de réaliser en fait que s'ils rentrent dans une activité, ils peuvent vraiment y trouver quelque chose qui fera sens pour eux. Donc quand on est face à un enfant à qui rien n'intéresse, il faut peut-être avoir une phase de lâcher prise. Parce que plus on va tenter de lui proposer des choses, juste par opposition, il va refuser. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il est démotivé, ça veut simplement dire qu'il est dans le refus, parce que peut-être qu'il n'a pas confiance en lui ou il ne se sent pas prêt à rentrer dans une certaine activité. Là, la technique qu'on peut essayer de mettre en place, c'est vraiment d'observer cet enfant. On s'installe en tant qu'enseignant au fond de la classe, si on a la chance d'avoir une assistante qui peut gérer le groupe en attendant. Et en fait, en observant l'enfant, on va se rendre compte que même s'il ne fait aucune activité, il va porter peut-être plus son regard sur l'enfant qui fait un matériel, qu'il va peut-être plus regarder à l'extérieur l'oiseau chanter. Ça va nous donner des petites pistes. Ça peut paraître idiot, c'est des toutes petites choses, mais on peut partir de ça, s'approcher doucement de lui et de lui dire « Oh, tu vois cet oiseau ? Figure-toi, c'est un pic noir. C'est un pic noir. C'est un animal endémique de la Guadeloupe. On ne le trouve qu'en Guadeloupe. » Et là, il faut essayer de le fasciner avec des histoires, en lui donnant l'impression qu'on n'est pas en train de faire une leçon. On est simplement en train de lui apprendre la vie. Et doucement, on va passer par là en lui disant « Ah tiens, justement, j'ai une encyclopédie qui en parle. Viens, je vais te montrer. » Et après, il va devoir lire. Et notre objectif, c'était peut-être qu'il lise.
on ne va pas forcément dire on va faire de la lecture, on va faire des maths, on va faire du français. On va vraiment amener les enfants au apprentissage de manière naturelle face aux choses qui semblent l'intéresser en l'observant. Pour identifier ce qui peut motiver l'enfant, il y a plusieurs façons de faire. Si on s'appuie sur la pédagogie Montessori, les enfants qui ont moins de 6 ans, Maria Montessori a identifié qu'ils traversaient ce qu'on appelle des périodes sensibles. C'est-à-dire que ce sont des moments clés que l'enfant traverse où il sera particulièrement intéressé par un apprentissage. Mais pour ça, il faut observer l'enfant. Il y a un moment où le petit a très envie de connaître les nouveaux mots. Il a soif de savoir comment ça s'appelle, et ça, et ça. Donc ça veut dire qu'on doit aussi faire preuve en tant qu'adulte de flexibilité. Si c'est son moment de la période sensible du langage, ça veut dire que c'est à ce moment-là, il est motivé pour le langage, allons-y sur le langage. Même si ce n'est pas ce qu'on avait prévu initialement, mais il faut être flexible. Pour un enfant plus grand, on peut utiliser ce qu'on appelle l'éducation cosmique. Cosmique, ça vient de cosmos, l'univers. Selon Maria Montessori, l'enfant, à 6 ans, il a une ouverture d'esprit plus large sur le monde. Il a une capacité d'abstraction plus importante. Donc, il est capable de comprendre que la Terre fait partie d'un système et de l'univers. Et s'il est fasciné par l'astrologie, on pourra se rendre compte très rapidement. Il suffit qu'on en parle pour qu'il a souvent très envie de savoir plus sur le nom des planètes. Et puis, par exemple, si c'est des dinosaures, il veut connaître tout le nom des dinosaures. Et très rapidement, on peut repérer qu'est-ce qui intéresse l'enfant. Une fois qu'on a repéré ça, il faut vraiment utiliser ça, même pour des apprentissages plus formels de mathématiques ou de français. S'il doit faire un exposé, autant qu'il fasse un exposé sur un thème qui lui plaît. Qui dit exposé, il dit qu'il va falloir faire des recherches, écrire, vérifier ses fautes d'orthographe, etc. Mais il le fera vraiment avec beaucoup d'engouement. Ça peut paraître surprenant, mais en fait, la motivation de l'enfant, on peut la détecter ou en tout cas l'observer très, très jeune. Un bébé qui vient de naître a la particularité, en tout cas pour l'espèce humaine, de ne pas avoir une vision très claire. Il sera particulièrement attiré par les choses qui sont de couleur noire ou blanche, par les yeux des adultes, par la bouche qui bouge. Donc, un nourrisson, en effet, peut être motivé par des choses. Mais quand on connaît le développement d'un tout petit, on sait déjà qu'est-ce qui va le fasciner. C'est les lèvres qui bougent, les yeux de l'adulte. Donc, comme on le sait, on va vraiment beaucoup utiliser ça pour être en contact visuel avec un tout petit. Il faudra vraiment prendre le temps de le regarder avec beaucoup d'attention, de ralentir nos lèvres pour qu'il entende bien tout ce qu'on lui dit. Donc, si on veut, je ne sais pas si on peut parler de motivation, mais en tout cas, l'intérêt du tout petit sera beaucoup porté sur ça. À l'inverse, il ne faut pas forcément mettre énormément de couleurs ou chercher à motiver un tout petit grâce à l'environnement, surtout quand il est tout petit, parce que c'est d'abord le contact humain dont il a besoin. Pour conclure, je dirais que si on opte pour une philosophie de vie qui est, on va dire, cohérente avec la philosophie Montessori, parce que c'est vraiment une philosophie de vie, il faut retenir qu'un environnement préparé, sécurisant, qui propose des activités qui font sens pour l'enfant, qui sont adaptées à son âge et à son besoin du moment, un adulte qui est plutôt dans une posture d'accompagnant, et aussi un adulte observateur qui, du coup, est plus à même d'identifier les points qui motivent l'enfant. C'est vraiment tous les ingrédients pour une bonne recette, pour avoir un enfant motivé et qui pourra en toute autonomie se diriger vers ce qui fait sens pour lui.